Donc, voilà, il y a deux choses importantes pour les archimages quand même. Le premier, ce sont les vents de magie. Voilà, vous avez les différents vents de magie. Hein. Vous avez une petite image. L'ordre lumineux, la confrérie d'ambre, l'ordre doré, le collège de jade, le collège de céleste, l'ordre gris, l'ordre d'améthyste, l'ordre flamboyant, domaine de feu, la quiche. Et voilà, ils ont chacun un dieu qui est du coup assorti à ça. Domaine de la bête, domaine de la lumière, domaine de métal, domaine de la vie, domaine des cieux, domaine des ombres, domaine de la mort. Donc, par exemple, nos amis humains, ils aiment bien le domaine flamboyant, domaine du feu, quand ça brûle. Donc, les vents de magie. Les vents de magie. Ayant une âme à la fois faible et vacillante, la plupart des humains ne possèdent qu'une très piètre sensibilité aux vents de magie. C'est une minorité, hein, dans une minorité de minorité, ceux qui vont à la tour blanche, c'est vraiment la minorité de la minorité. Mais une minorité comme ceux qui se trouvent rassemblés ici aujourd'hui, sont pour une raison ou une autre plus sensibles à cette énergie, et possèdent des âmes qui scintillent comme des flambeaux, pour ceux qui sont capables de les percevoir. Les personnes de cette trempe sont potentiellement capables de manier la magie et former correctement, peuvent consciemment contrôler et utiliser l'énergie magique pour affecter et même remodeler certains aspects de l'univers matériel, ainsi que nous, magistères des collèges impériaux, le faisons. Extrait de la 3e lettre au collège de la magie, écrite par le premier patriarche suprême, Volans. Quand même, monsieur magie. Donc à l'instar de l'étoile à 8 flèches du chaos, la magie se présente telle 8 vents soufflant sur le monde, porteur de l'énergie du chaos. Au sein des différents ordres de la magie, il existe de nombreuses théories contradictoires visant à expliquer pourquoi et comment les énergies aléatoires de l'Aïtir, donc vous avez l'Aïtir, et là, se plient à des lois raisonnablement cohérentes dans le monde matériel. La plupart de ceux qui étudient ce phénomène sont d'accord pour dire qu'à l'endroit et à l'instant où l'immatériel rencontre le matériel, une sorte d'hybride de ces deux éléments apparaît lorsque la substance métaphysique brute de l'Aïtir s'infiltre au travers du portail du chaos. Elle devient perceptible sous la forme de 8 aspects distincts pour ceux qui possèdent les sens appropriés. Voilà, et là, elle se divise un coup dans les différents aspects et chaque mage, que ce soit un archimage, un mage humain ou se spécialise dans un des domaines. Dès qu'elle quitte le portail interdimensionnel, la magie se divise en différentes couleurs, à la manière de la lumière passant au travers d'un prisme. C'est comme si, voilà, c'est un peu comme les ultraviolets et la lumière et les couleurs. Hein. La magie, c'est un peu la même chose, elle se divise en plusieurs couleurs. Simplifie vraiment à l'extrême. Ces phénomènes ne sont pas réellement des vents ou des couleurs, mais ils sont les meilleures comparaisons permettant d'expliquer la nature de la magie aux profanes. C'est un domaine de simplification. Ils sont composés de la substance immatérielle de la magie, dispersés suivant des vitesses et des concentrations différentes. Chacun des différents aspects de cette magie, réfractée, possède une couleur qui lui est propre et des affinités particulières avec certaines choses. D'une manière qui lui est spécifique, chacun de ces vents est associé avec l'un des arts de la magie, qui ont chacun leur fragrance particulière. Bien que vent soit l'appellation la plus répandue, ce terme n'est pas nécessairement le meilleur. Les magistères alchimistes du Collège doré font souvent référence au vent en les appelant humeur aéthérique, aéthérique pour Aïtir. Tandis que les hiérophantes du Collège lumineux les définissent parfois comme les paradigmes de la magie. Certains, comme les chamans du Collège d'ambre, leur donnent le nom de rêve de monde. Chacun y va de son propre nom. Les vents peuvent être ressentis de 1000 manières différentes par les magistères officiels de l'Empire, comme par tous les lanceurs de sorts spontanés de ce monde qui exercent leur pouvoir sans avoir suivi d'enseignement préalable. Et parce que c'est quand même quelque chose, un peu une bénédiction, un malheur, un maléfice, comme vous voulez, des gens qui sont, ils sont nés avec cette capacité de ressentir ces vents de magie, ressentir cette magie, et même s'ils n'ont pas d'éducation ou d'enseignement, ils peuvent les utiliser à leur risque et péril, bien évidemment. Ceux qui étudient et pratiquent la magie appréhendent ces vents de diverses façons, sous forme de concepts, d'humeur, de vibrations, de flux, de marée, d'esprit, d'énergie et de couleurs. Les sensibles à la Aïtir ressentent souvent la magie de façon légèrement différente, en fonction de la nature de leur sensibilité magique personnelle. Ils la décrivent fréquemment suivant les termes familiers liés à leur culture, leur expérience propre. Ils se réapproprient tous la magie d'une certaine façon qui leur est propre pour l'utiliser un petit peu dans la façon soit que eux y perçoivent, soit qu'ils leur est enseigné. Mais indépendamment des variantes qui peuvent exister entre les différents types d'expériences personnelles, il est intéressant de remarquer que les couleurs spécifiquement associées aux différents vents de magie sont similaires dans toutes les traditions ésotériques. Ceux qui perçoivent la magie ressentent souvent les vents de façon radicalement différente au début, mais s'ils survivent suffisamment longtemps pour affiner leur perception, ils en deviennent graduellement à voir que les différents vents possèdent chacun leur couleur distincte et cohérente. Oui, parce que, comme dit, la magie ne se crée pas, elle existe, elle est autour de nous, dans l'univers, et en fait,
ce sont des réceptacles, les mages, les magistères, les archimages sont des réceptacles de la magie. Donc s'ils ne sont pas capables de juguler cette énergie qu'ils reçoivent, ou ils en appellent trop, eh ben ils peuvent se faire irradier. Par exemple, l'exemple plus, on ramène ça encore aux Autelfes, s'ils essaient d'invoquer la puissance d'Asurian, c'est très très compliqué, très très rare, si on n'est pas un mage averti avec des centaines de siècles d'expertise, de connaissances, de pouvoir invoquer la puissance d'Asurian sans y succomber, sans mourir. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon périodique, de façon on va dire montante en fait. On est là, c'est pas à pas, c'est un cheminement pour pouvoir invoquer ces puissances-là. Les lanceurs de sorts acquièrent leur puissance magique en puisant dans l'un ou l'autre de ces 8 vents de magie. Certains le font en se joignant à un ordre magique, donc ils choisissent un des ordres, donc ils vont se spécialiser dans un domaine. D'autres préfèrent compter sur la prière, la chance ou l'instinct. Bon, cela, c'est un peu plus compliqué d'y survivre et c'est un peu plus random. Hein. Pour ce qui est de l'utilisation de la magie, l'organisation mise en place par les collèges de magie impériaux est stable, puissante et elle fonctionne très bien lorsqu'on la compare à toutes les autres disciplines occultes créées par l'humanité. C'est vrai que c'est un peu moins cadré. Au cours des derniers siècles, ces principes ont même inspiré les lanceurs de sorts non reconnus ou carrément illégaux, tels que les sorciers de village, les envoûteurs, les magistères noirs, les nécromanciens et les thaumaturges. C'est un petit peu des libres penseurs hein, qui font un petit peu leur truc à leur sauce, quoi. Avant que Teclis ne fonde les collèges impériaux de magie à Altadorf, les sorciers humains ne se servaient de la magie sans en comprendre la véritable nature. Ils avaient autant de chances d'invoquer les pouvoirs de la magie noire, donc la magie des elfes noirs, que celui d'une couleur aujourd'hui encore. Des novices ignorant la vraie nature des forces qu'ils manipulent invoquent une mixture des 8 couleurs additionnées, une pincée occasionnelle de magie noire, auquel s'ajoute l'herboristerie, les passes magnétiques, dans un système qui tenait plus de la superstition, des recettes de grand-mère et de la tradition populaire et de l'étude que de l'étude scientifique. Donc, des gens qui avaient une aptitude du coup à invoquer la magie, mais ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, donc ils invoquaient un peu tout et n'importe quoi, ils mélangeaient les différents domaines pour faire quelque chose. Et du coup après il y a Teclis pour les Autelfes qui a essayé de contrôler ça, de juguler ça, de créer des vrais collèges pour savoir comment utiliser cette magie, et les humains ont fait la même chose. Il est intéressant de se demander si la perception de ces vents sous la forme de 8 couleurs distinctes résulte de la fonction différentes parties de l'esprit qui les perçoit. Pris individuellement, les vents n'ont peut-être aucune couleur, mais l'esprit est structuré de telle façon que chacun d'eux est interprété comme ayant une couleur bien spécifique et tout à fait cohérente. Ça permet de simplifier la compréhension. Ou, pour exprimer les choses autrement, l'apparence des vents sous forme de couleurs séparées pourrait être le résultat d'une espèce de conditionnement de la perception enseignée par Teclis ou tout premier lanceur de sorts de l'Empire, qui aura ensuite été réaffirmé et approfondi au travers de l'évolution des dogmes et les attentes de chaque nouvelle génération de sorciers du village. Les vents apparaissent donc parés de couleurs spécifiques aux yeux des magistères, qui puisent dans leurs énergies parce que celles-ci s'attendent à les voir ainsi. Souvent, les novices des ordres magie posent la question de savoir pourquoi l'énergie aéthérique devrait posséder la moindre couleur, particulièrement lorsque l'on considère la nature aléatoire et changeante du non-lieu qui lui donne naissance. Il y a plus de 200 ans, le magistère patriarche Volans a émis l'hypothèse que la raison pour laquelle les humains voient les différentes couleurs de vents de magie découle du fait qu'il s'agit pour eux du meilleur moyen de les percevoir. Encore une fois, question de simplification et d'explication. Plus simple d'expliquer par des couleurs que par des noms ou par des petites théorèmes alambiqués, quoi. Peut-être est-ce parce que ceux qui possèdent une sensibilité aéthérique innée sont enclins à interpréter l'énergie de la transformation visuellement sous forme de couleurs distinctes. Voici une intéressante question à approfondir. Donc on nous remet les différentes couleurs de la magie. On a le Ish pour le blanc, le Chamon pour le jaune, le Giran pour le vert, l'Azir pour le bleu, le Goût pour le gris, les Chiches pour le violet, l'Ashki pour le rouge, les flammes, il y a toujours un domaine, un dieu qui assimilé à ça, le Gour pour l'ambre, et la fusion des vents de magie, qui a créé les magistères. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parler de la haute magie, parce que c'est ça que les hautes elfes y maîtrisent. Alors la haute magie, elle est ici. Voilà. Et là, on a une archimage elfique utilisant Kaish. La haute magie, les amis.
Donc la haute magie, qu'est-ce que c'est? Donc on a extrait du journal intime de Volons, encore une fois, premier patriarche suprême des collèges de magie. Quelle vision de beauté, quelle merveille absolue. Son éclat est tel qu'il brûle à la fois mes yeux mortels et mes yeux immatériels. Il scintille comme une nacre éclairée par 1000 soleils, érodant tout mon être de sa souveraine lumière et m'emplissant pourtant d'une exaltation indescriptible. Comme il tentant de tendre la main vers lui, d'en saisir le fil afin de le tresser. Ainsi que je le fais de la pureté de Ish, pourtant je sais bien que cela causerait ma perte, car le simple fait de poser sur lui des yeux invisibles que j'ai reçus avec le don me force à m'incliner et à me refermer pour protéger mon âme de sa gloire, après avoir été exposé pendant un instant fugitif seulement. Comme j'aimerais, pour un court instant, habiter le corps de notre grand maître et mentor, Teclis, le maître du savoir, et pour ainsi effleurer la splendeur de Kaish. Et comme je dis, effleurer la plupart des magiciens, des mages et des archimages arrivent seulement à effleurer la puissance de leur domaine. Et seuls les plus grands, les plus enclins, les plus forts, enfin ceux qui maîtrisent le mieux la magie, arrivent à utiliser à leur plein potentiel la magie. Ce qui est très 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 compliqué. Et à des risques et périls très importants. La haute magie, aussi appelée Kaish, ou la vraie magie, est l'art d'exploiter tous les vents de magie. Réservé aux hautes elfes et aux prêtres mages Slan, les sorts de haute magie sont très puissants et dépassent les capacités humaines. Parce que les hautes elfes sont hautains, mais ils ont quand même des capacités supérieures aux humains, aussi bien physiques que mentales. Donc aussi bien physiques que spirituelles. En vérité, les arts enseignés par Teclis aux sorciers humains n'étaient que des sorts mineurs issus de la vraie magie. Il lui paraît évident que ces étudiants ne possédaient pas la finesse qu'il leur aurait fallu pour parvenir à manipuler plus d'un seul vent à la fois. Les hautes elfes, en revanche, sont bien plus adaptés à la magie que toute autre race, et perçoivent bien mieux les flux et les reflux des vents de magie, ce qui leur permet d'anticiper leurs dangereux revirements avant qu'ils ne se produisent. Cette utilisation équilibrée et précisément mesurée des vents de magie est appelée haute magie, telle qu'elle est pratiquée par les mages ultas. Et s'il agit de la plus puissante de toutes les formes de magie, de telles connaissances sont un énorme avantage pour les armées elfiques, dont les mages peuvent sans peine s'adapter à toute situation. C'est un avantage incommensurable face aux autres. La manipulation de Kaish, un légendaire tour blanche de Hertz, on a vu, les archimages perfectionnent leur art. Ils contrôlent facilement les vents magiques que les humains s'échinent à maîtriser pendant toute une vie. On attend d'un aspirant qui étudie la tour blanche qu'il apprenne rapidement les 8 domaines de la magie. Une fois qu'il a démontré ses connaissances, son véritable apprentissage peut commencer. Pendant une décennie, parfois des siècles de recherche studieuse, l'apprenti entame le chemin au bout duquel il finira par être capable d'invoquer les sorts de haute magie. Les sorts qui puisent leur énergie dans Kaish combinent des éléments appartenant à plusieurs vents ou à tous les vents à la fois. La haute magie est beaucoup plus polyvalente que toutes les autres formes de magie, et les sorts qu'elle permet de mettre en œuvre sont sûrement parmi les plus puissants. Tout en faisant certainement la partie la plus difficile à lancer, les grands mages d'Ultan savent équilibrer les différents vents pour les canaliser correctement dans un sort. Ils ont des capacités au-dessus de la moyenne, clairement, même pour des elfes. Avec la certitude de ne provoquer aucune déperdition magique, ou avec une déperdition très minime. Les archimages et les maîtres du savoir d'Ultan maîtrisent l'art de capter et de raffiner les sens des différents, puis de les combiner avec tant de finesse et de soin qu'ils peuvent créer des sorts d'une perfection et d'une puissance inégalée. Ça reste des hautes elfes, ils ont un petit de doigté, une petite finesse, une petite technique qui fait qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Et vu qu'en plus les archimages ils sont encore au-dessus de la moyenne, donc au-dessus de la moyenne au-dessus. La haute magie n'est enseignée qu'à la tour blanche. Là, la plus grande concentration de jeteurs de sorts au monde approfondit leurs recherches. Ceux qui ont suffisamment progressé peuvent modeler à l'envi le sac et le ressac des vents de magie. Ils peuvent les calmer et apaiser une tempête magique pour la transformer en légère brise, empêchant ainsi l'adversaire d'user de ses sorts les plus puissants. On dit encore une fois, toutes les races, sauf les peaux vertes, utilisent les vents de magie. Donc les archimages, avec leur connaissance de la vraie magie, de la haute magie, sont capables de minimiser l'utilisation de magie chez les autres races. C'est quand même un point assez stratégique à utiliser, du coup, qui leur donne un petit ascendant sur les autres. Ainsi empêchant l'adversaire d'utiliser ses sorts les plus puissants et rendant l'invocation du plus petit enchantement incroyablement ardue. Certains archimages préfèrent employer au combat l'un des 8 domaines de magie en particulier,
Mais les plus grands conjurateurs choisissent toujours la haute magie. Vraiment, elle est au-dessus. Et est bien plus puissante et efficace. D'une simple incantation, ils peuvent raffermir le cœur de leurs alliés en évoquant dans leurs esprits la gloire d'antan d'Ultan. La grande époque des elfes noirs, la grande époque d'Aenarion. Un simple mot, les flèches trouvent magiquement leur cible et les boucliers mystiques détournent les armes de leur adversaire, comme on l'a vu. Et cela ne suffit pas, les archimages peuvent déchaîner la furie d'Asurian et réduire en cendres des régiments entiers dans une conflagration de flammes blanches. La haute magie apporte l'espoir aux hautes elfes et la mort à leurs ennemis. La haute magie est l'une des forces puissantes dans le vieux monde, mais c'est bien au-dessus de ce que la plupart des personnes peuvent espérer accomplir. Les sorciers hautes elfes qui partent à l'aventure dans le vieux monde en sont toujours à essayer d'acquérir la maîtrise des principales bases de la magie. Et ceux qui retournent à Ultan, afin d'être initiés aux enseignements de la vraie magie, y passent des dizaines, voire des centaines d'années en études et en méditation. C'est pas n'importe qui peut apprendre la haute magie, c'est pour ça que les humains ne peuvent pas, parce que bon, il leur faut plusieurs dizaines ou centaines d'années, ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont malheureusement pas pour étudier cette énergie. Et la dernière chose, on a la bénédiction de Lilith. Avant qu'un aspirant ne suive la voie des mages, on lui enseigne des prières et des enchantements simples afin de s'attirer les faveurs de la déesse Lilith. Ils sont moins dangereux pour le jeteur de sorts et peuvent ainsi être employés sans risque par les mages débutants. Ces bénédictions sont en revanche un usage limité sur le champ de bataille. C'est le B.A.-ba, c'est vraiment la base. Ils sont plutôt destinés à alléger le fardeau du labeur quotidien des aspirants grâce à la manipulation magique de la matière. Ainsi, leurs tuteurs peuvent juger lesquels sont les plus prometteurs ou les plus favorisés par les dieux. C'est un peu ça qu'on me dit, si tu arrives déjà à maîtriser ça, avec une facilité déconcertante, c'est que tu seras peut-être apte à maîtriser l'autre magie. Si tu n'y arrives déjà pas à ça, bah, je pense que tu peux rentrer chez toi. On dit que les fermiers hautes elfes qui vivent aux alentours de la Tour de Blanche n'ont jamais besoin de labourer leurs champs, car les apprentis mages se bousculent chaque année pour prouver leurs compétences aux yeux de tous. Comme si comme quoi, les aspirants, les petits stagiaires de l'époque, les petits stagiaires elfiques, ils sont bien demandés et tout le monde